Salut les littéraires et nous voici à l'épisode numéro 80 de l'alchimie d'un roman. Les comptes ronds, c'est important. Alors aujourd'hui nous allons nous pencher sur la marmite d'un roman important. Important parce que tout le monde le connaît, parce que beaucoup l'ont lu et qu'il est grand temps, mes chers abonnés, qu'on en discute. Ce roman, c'est Le Hussard sur le toit de Jean Giono. Un roman historique, un roman provençal, un roman métaphorique, un roman tout ce qu'on veut, alors il est grand temps d'y voir clair. Il est grand temps d'en soupeser ensemble, comme nous savons si bien le faire, les éléments alchimiques. L'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et c'est parti pour le vif du sujet, le résumé de l'intrigue en 1 minute chrono. Le hussard du titre, c'est Angelo. On est en 1830 ou à peu près, et Angelo est un jeune militaire piémontais qui fuit l'Italie parce qu'il vient d'y tuer en duel un officier autrichien. Alors, Angelo débarque en Provence, mais au lieu du havre qu'il recherche, il tombe sur des morts, des cadavres partout, torturés par la maladie, un choléra foudroyant qui vous tue en quelques heures. Mais il en faut plus pour impressionner Angelo, qui se met à aider les gens. Avec un médecin qu'il appelle le Petit Français, il tente d'en sauver quelques-uns, mais sans succès, ils meurent tous. Même le petit français. Alors, on le suit de village en village à travers la Provence où les survivants sont devenus fous. Fous de peur, d'égoïsme et même d'avarice, de cupidité ou d'orgueil. On l'accuse d'être un empoisonneur, il se réfugie sur les toits de Manosque, il est recueilli par une jeune femme. Puis il se sauve, il traverse encore le pays ravagé, il cherche Giuseppe, son frère de lutte, pour reprendre la révolution italienne. Il recroise la route de la jeune femme, en fuite elle aussi, et qui l'accompagne jusqu'à son mari, près de Gap. Bon, la première chose qu'on retient, c'est que dans ce roman, on voyage beaucoup. C'est un road movie à travers la Provence. On quadrille littéralement le pays, à pied et à cheval. Plus exactement, la région au nord de Manosque jusqu'à Gap. On n'est pas dans le cliché de l'accent marseillais des joueurs de pétanque, on est au milieu des forêts dieuses, sous le soleil écrasant. Et on pourrait même s'arrêter et se contenter de lire et de relire les descriptions époustouflantes de Jean Giono en panoramique ou en plan rapproché. Il y avait un chemin qui montait de terrasse en terrasse. Sur ces entablements soutenus par de petits murs de pierre, les vergers d'oliviers faisaient crépiter silencieusement les énormes étincelles noires de leurs troncs tordus. Ils portaient une toison plus légère que l'écume de l'eau et qui gardait dans l'envers des feuilles un reste de couleur d'opale que le soleil achevait d'effacer. C'est très beau et Jean Giono, on peut le dire, est le maître de la description. Cet exercice où certains auteurs deviennent barbants, ces pages que chez Zola on saute, chez Giono on les savoure, on les relit plus lentement. Écoutez cette description extraordinaire des toits de Manosque. La lumière était d'acier noir, mais de temps à autre, un étincellement s'allumait sur la crête d'un faîtage, sur la bordure vernie d'un pigeonnier, sur une girouette, sur une cage de fer. De courtes vagues immobiles d'une extraordinaire raideur couvraient d'un ressac anguleux et glacé tout l'emplacement de la ville. Des frontons pâles couleur de perles, sur la surface desquels venait mourir une très légère lumière, semblable à celle du phosphore, s'enchevêtraient avec des triangles d'ombre compacts, dressés comme des pyramides ou couchés horizontalement comme des champs. Sous nos yeux, la géométrie des toits devient un tableau abstrait, c'est tout simplement merveilleux. Mais bon, Giono n'est ni Pagnol ni Frédéric Mistral, et tout amoureux de la Provence qu'il soit, en écrivant Le Hussard sur le toit, il avait d'autres idées en tête. Et alors, j'en profite pour crever tout de suite l'abcès, comme ça sera chose faite. Oui, vous l'avez peut-être déjà entendu, tout le monde le dit, le hussard sur le toit, ce n'est pas la Provence, ce n'est pas le 19e siècle, ce n'est même pas le choléra, tout ça c'est une métaphore. Le hussard sur le toit, c'est la guerre de 40, c'est Jean Giono et le problème de la collaboration. Je vous balance ça comme ça parce qu'ensuite on pourra passer à autre chose. À 20 ans, Jean Giono est embarqué dans l'aventure de la Première Guerre mondiale. Et le pauvre n'en rate pas une seconde. Il vit les tranchées, Verdun, le chemin des dames. Il est aux premières loges de la barbarie, de la tuerie et des atrocités de la guerre. Il en ressort pacifiste convaincu, mais en 40, la France retombe dedans. Cette fois, Giono ne veut plus revivre le cauchemar, il refuse de se battre, on l'arrête, puis on le relâche,
et il vit la guerre en tant qu'écrivain. Il s'accommode de l'occupation allemande, de Vichy. Après la guerre, on l'accuse de collaboration. Le Hussard sur le toit est le premier roman d'après-guerre qui le remet en selle. Alors oui, l'histoire d'Angelo dans un monde devenu malade, c'est l'histoire de Jean Giono dans la guerre. Une catastrophe qui rend les gens fous, orgueilleux, égoïstes, un univers de terreurs individuelles où tout est remis en question, à commencer par soi-même, notre propre morale, nos aspirations. Est-ce que cela excuse les positions de Giono ou certaines de ses phrases malheureuses ? Je vous laisse trancher, moi je ne jugerai pas. Je me contenterai de tourner la page et de continuer ma lecture, parce que le Hussard sur le toit, c'est bien plus que ça. Alors, prenons un peu de recul, un peu d'altitude. Que ce soit une métaphore de la maladie ou de la guerre, dans le Hussard sur le toit, le choléra est la catastrophe qui révèle la nature des gens. La maladie, atroce et fulgurante, fait peur. Et la peur déclenche en boule de neige les pires travers de la nature humaine. Au premier plan, l'égoïsme, le chacun pour soi. Un villageois dit à Angelo pour le rassurer « Ici, personne ne meurt, sauf les vieux ». C'est odieux, et c'est encore plus odieux quand on se souvient tous avoir entendu ce genre de phrase il n'y a pas si longtemps, encore au XXIe siècle. Malgré tout, l'égoïsme, ça se comprend un peu. Les gens pensent d'abord à sauver leur peau. Mais ce que découvre Angelo sur le terreau du choléra, c'est l'éclosion de la palette entière des travers de l'humanité. La lâcheté quand les habitants de Manosque vont abandonner le cadavre de leurs proches dans le quartier voisin pour ne pas subir la quarantaine. L'envie, la jalousie, quand la foule en colère lorgne avant tout les bottes de cuir d'Angelo. La cupidité quand une bonne sœur lui fait signer un papier pour qu'à sa mort elle récupère ses biens. Le besoin de pouvoir et de gloriole quand les notables organisent des comités pour le plaisir de voir leur nom en haut de la liste. La bêtise, la superstition, les comètes dans le ciel, la forme des nuages, les théories du complot, la recherche d'un empoisonneur mystérieux qui verserait le choléra dans les fontaines de la ville, la concupiscence et la débauche, le pillage, tout y passe. Au milieu des calmes paysages de Provence, la maladie produit un chaos dans la tête de ses habitants. Angelo est ballotté d'une scène à une autre, sans logique, sans progression. Il passe d'un drame à un autre, il ne sait pas quoi faire et se laisse juste porter par son impérieux besoin de générosité, surtout en ce moment où il perd des pieds dans ce qui semblait être un atroce malentendu général. La maladie tourne en rond et ne mène nulle part. Alors quoi ? Que raconte cette histoire ? Malgré tout, elle raconte le chemin d'Angelo, et Angelo, lui, ne va pas nulle part. Son premier réflexe en découvrant la catastrophe, c'est d'aider les gens. Il rencontre un médecin qu'il appelle le Petit Français, un médecin acharné à faire son métier et qui lui apprend à frictionner les malades avec de l'alcool. Angelo n'a pas peur, personne n'en échappe, et même le Petit Français finit par succomber au choléra. Alors, Angelo continue tout seul. Il découvre les ravages de la maladie, les morts et les vivants devenus fous. Il fait ce qu'il peut pour aider, mais ça ne sert à rien. Il doit même s'exiler sur les toits de Manosque pour échapper au lynchage. Là-haut, il est en dehors de la société, il ne peut plus aider personne. Heureusement, il rencontre cette jeune femme qui est comme lui. Elle l'aide sans avoir peur et le remet en selle. Puis il travaille au service d'une nonne. Il s'occupe des morts. Il se sent enfin utile. Mais il comprend que la nonne, si courageuse, ne cherche pas à sauver les vivants, mais à enterrer les morts, au point de se mettre en colère parce qu'un malade encore vivant l'a trompé en se faisant passer pour un cadavre. Un héros courageux, pense Angelo, quel mérite y a-t-il ? Il se faisait plaisir. Y a-t-il jamais dévouement désintéressé ? Le si bel engagement de la nonne ressemble à un orgueil égoïste, et Angelo en vient à douter de ses propres motivations. Il retrouve enfin Giuseppe, son compagnon d'armes. Il revient à la politique, à la révolution italienne, car c'est aussi une façon d'aider les autres. Il revient aux grandes idées, supérieures à toute vie individuelle. Mais il découvre que Giuseppe est prêt à mentir pour son idéologie. Il est prêt à sacrifier des gens. C'est lui qui a fait courir le bruit de l'empoisonneur des fontaines, lui qui a fourni la liste des notables qu'il fallait pendre à l'occasion du lynchage. Angelo n'y comprend plus rien. Il ne sait plus où il va, mais il retrouve la jeune femme par hasard et il décide de la ramener jusqu'à son mari près de Gap. Il traverse alors les mêmes épreuves qu'avant, aléatoires, mais il ne les traverse plus seul, il est avec elle qui lui ressemble tellement. Et voilà, le Hussard sur le toit ainsi n'est pas une histoire qui tourne en rond, c'est le chemin d'Angelo, mais à quoi mène-t-il ?
On cherche à lui donner un sens, on est comme lui, on avance, mais on ne voit pas le dénouement. Et nous y voilà, parce que figurez-vous, c'est exactement ici que je voulais en venir, à la fin du roman, son dénouement. Car moi, ce qui me fascine dans Le Hussard sur le toit, ce n'est pas son style, ce n'est pas son message, c'est sa structure et le dénouement incroyable que Jean Giono lui a imaginé. Essayez juste un instant de vous mettre un peu dans la peau de Jean Giono. En 1950, à sa table d'écrivain, il écrit Le Hussard sur le toit. Il décrit les ravages de la catastrophe, que ce soit la maladie ou la guerre, les ravages sur l'âme des êtres humains. C'est très bien, c'est son message. Mais c'est une histoire qui tourne en rond, c'est une suite de scénettes. Alors comment on termine ça? Le choléra s'arrête et tout redevient comme avant? Là-dessus, Giono raconte l'histoire d'Angelo. C'est déjà mieux parce qu'il y a une progression qui pose petit à petit son vrai dilemme moral. Quel est le plus important? Poursuivre les grandes idées de Giuseppe, changer la société, marquer l'histoire? Et tant pis s'il y a de la casse, du moment qu'on œuvre pour le résultat final, le bien-être de la majorité, du peuple et des grandes idées qui vont avec. Ou alors, on s'en tient à la morale plus simple, mais peut-être plus grande, de la nonne et surtout du petit français. Ne pas se poser de questions et toujours aider son prochain. Soigner toujours les malades, aider les vieillards et les enfants, y mettre toute son énergie, même si finalement on n'en sauve aucun. Parce que c'est ça son problème. Après plus de 400 pages de roman, Angelo n'a sauvé personne, pas une seule vie. Mettez-vous un peu dans la peau de Jean Giono maintenant. C'est un très beau dilemme qu'il a trouvé là, mais comment conclure cette histoire? Et alors, il y a le troisième récit qui s'ajoute à tout ça. Il y a l'histoire d'amour entre Angelo et la jeune femme. Ils font tout ensemble, ils sont quasiment la même personne, courageux, forts en tête, humains dans un décor de bêtes sauvages, ils se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre. Plus qu'une histoire d'amour, c'est une histoire d'estime et de respect. Angelo ne lui demande son nom qu'à la page 442, à 50 pages de la fin, elle s'appelle Pauline. C'est une belle histoire, mais Pauline est mariée, elle aime son mari, et Angelo s'engage à la ramener vers lui. Alors, vous êtes Jean Giono. Comment allez-vous terminer aussi cette histoire? Car voilà le génie de cet écrivain, voilà ce qui fait que Jean Giono et son Hussard sur le toit ont gagné leur place dans ma bibliothèque idéale. Giono est un romancier, et le génie du romancier, c'est la créativité, l'invention d'un récit mémorable qui vous marque à jamais. Et la fin du Hussard sur le toit est admirable, parce qu'avec une idée de génie, Jean Giono réussit à boucler ces trois récits et à leur donner un sens. Dernier chapitre du roman, Angelo et Pauline sont à la fin de leur voyage et Pauline s'effondre. Elle est malade du choléra et ce dénouement admirable permet de clore les trois lignes du récit. Petit 1, enfin, la maladie les touche personnellement. Enfin, on va découvrir comment eux, ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont mieux s'en tirer que toute la bassesse humaine qu'ils ont croisée sur le chemin? Et c'est la meilleure façon de conclure cette histoire de choléra, en élevant les enjeux, en faisant par empathie notre problème vital. Petit 2, Angelo passe la nuit à frictionner Pauline, avec de l'alcool comme lui avait appris le petit français. Il la déshabille et passe la nuit avec elle. Les mots que choisit Giono sont délicieusement ambigus. Enfin, il eut toute une série de petites pensées très colorées, de lumières très vives, et à bout de force, il reposa sa joue sur son ventre et il s'endormit. Il n'y a pas d'adultère, leur nuit d'amour reste une communion innocente, un sacrifice, un aboutissement, sans la concupiscence ni la bestialité qu'ils avaient croisée sur leur chemin. C'est une pirouette élégante et une magnifique conclusion à leur histoire d'amour. Et finalement, petit 3, ce n'est pas fini, car du même coup, Jean Giono boucle aussi la troisième ligne de son récit, l'engagement politique d'Angelo. Parce qu'enfin, cette nuit terrible apporte une conclusion au long chemin qu'il a parcouru. Pauline survit à sa crise de choléra. Enfin, Angelo a sauvé quelqu'un. Il sait maintenant que ses efforts ne sont pas vains. Une seule vie sauvée justifie l'ensemble de sa lutte. À la dernière page du livre, il repart vers l'Italie, enfin convaincu de ce qu'il peut apporter à la société des hommes sans renier sa morale. Et voilà pourquoi personnellement j'admire ce roman et le travail de Jean Giono, pas pour son style merveilleux et ses paysages de Provence,
Pas pour son message lucide sur l'âme humaine, non. Ce que j'admire chez Jean Giono, c'est sa créativité d'écrivain. C'est la structure qu'il a donnée à son histoire. C'est ce dénouement qui donne un sens à tout ce qu'il a bâti avant. La structure est souvent la face cachée des romans, on ne la voit pas, mais dans Le Hussard sur le toit, c'est elle qui porte tout l'édifice et qui en fait un chef-d'œuvre qui nous marque pour longtemps. Et voilà, l'alchimie d'un roman entre maintenant dans une nouvelle dizaine. Je remercie encore et toujours, et c'est très sincère, tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou sur Utip. Merci pour vos encouragements. Je vous invite bien sûr à voir et revoir mes 79 épisodes précédents. Sans blague, je les revois moi-même souvent pour me rafraîchir la mémoire. Un épisode égale un auteur égale un roman. Vous pouvez aussi découvrir mes quelques épisodes de l'alchimie de l'écriture où l'on parle ensemble du métier d'écrivain. Vous pouvez me croiser aussi sur Facebook. Et voilà, le prochain épisode sera le numéro 81, un carré de carré, 3 à la puissance 4, c'est pas mal non plus comme chiffre rond. En attendant, lisez des romans et portez-vous bien.